Et mon baladin, il est parti où? À votre avis, il est parti, j'ai l'impression, au bord du Célé, justement, cette rivière qui coule, et sur un pont. C'est bien ça, mon Jean-Seb? T'es bien sur le pont, là? Raconte-moi. Dis-moi. Oh, t'es bien là, oui? Oui, Laurent, je suis venu là où coule le Célé. C'est ici qu'il passe à Figeac. Il prend sa source dans le Cantal, il va se jeter dans le Lot du côté de Bouziès en se faufilant comme ça tranquillement dans le Quercy. Alors il y a quelques merveilles comme ça qui se posent au bord du Célé. Il y a Figeac évidemment, mais il y a également le village de Cabreret, un village qui est posé sur un éperon rocheux sur la falaise de Rochecourbe. Et puis à Cabreret, il y a également quelques petites merveilles. Le château des Anglais, enfin ce qu'il en reste, château qui raconte l'histoire de la guerre de 100 ans ici dans le Lot. Et puis il y a également des grottes absolument magnifiques, les grottes de Pêche-Merle. C'est pratiquement le seul endroit où l'on peut encore découvrir des peintures préhistoriques, de l'art pariétal en vrai, sans avoir de restitution. À une cinquantaine de kilomètres de Figeac, voici Cabreret, un charmant village au cœur du Lot rocailleux. La rivière, le Célé, coule en son centre. Elle est dominée par la falaise de Rochecourbe, le long de laquelle d'innombrables ruisseaux se jettent. Cabreret fait la fierté de ses habitants. C'est le cas de Marie-Louise, une enfant du pays qui a profité de sa retraite pour revenir s'installer de nouveau dans ce village d'exception. Bon, alors, regardez. C'est pas beau ça, peut-être? Des beaux villages, il y en a. De plus beaux, à mon sens, il n'y en a pas. Donc vous avez le château en fond, le château du diable dont on aperçoit les ruines, et entre les deux, ce village qui s'écoule et les quais du Célé, dont les maisons ne sont pas très anciennes puisqu'elles remontent à la construction de la route à la fin du 19e siècle. Regardez ces falaises. Elles n'étouffent pas, elles protègent. Les falaises protègent tant et si bien que de nombreuses maisons de Cabreret ont été bâties le long de cette paroi rocheuse. Les maisons, on allait à l'économie. Donc la falaise faisait un mur. Donc les maisons, il n'y avait que les 3 murs à faire. Et donc il y en avait tout le long de la falaise. Mais très peu ont été restaurés. Une bâtisse médiévale domine toutes ces constructions troglodytes. On la distingue à peine. Pourtant, il s'agit bien des ruines d'un ancien château fort, étrangement appelé le château du diable. Accroché à la falaise, vous avez les ruines du château primitif qui date du haut Moyen-Âge, disons 8e siècle, dit château du diable. Donc ce château a été détruit, je pense, par un incendie, mais il était très important parce que vous voyez les trous où s'accrochaient les poutres. Il y en a, je pense, sur 90 mètres de long. Bon pied, bon oeil, Marie-Louise nous entraîne à la découverte des ruines de ce château du haut Moyen-Âge et vous allez voir qu'il s'y cache un petit trésor. Voilà, et nous voici dans la chapelle du château. La seule partie intacte encore aujourd'hui. Mais je trouve que c'est très émouvant parce que lorsqu'on passe en bas sur la route, on n'imagine pas qu'il y a encore ce vestige de nos ancêtres là. Un des atouts de ce château, c'est qu'on ne pouvait pas l'attaquer du haut parce qu'il était protégé par l'encorbellement de la falaise. Les habitants de Cabreret, vous l'aurez compris, sont extrêmement attachés à leur falaise. Et même ceux comme Patrick, qui n'ont pas de maison collée à cette paroi, ont trouvé une parade. Cet amoureux de vieilles pierres, lui, c'est sa salle de bain qu'il a creusée dans la roche. Ah, On est vraiment au cœur, dans le sein des saints. Voilà ce que je voulais voir. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu une salle de bain comme ça? Alors, c'est de la roche et bon, Oui. elle date de l'époque tertiaire ou... Oh, te fais pas le savant, va. Oui. Elle date de longtemps. Oui. Bon. Voilà. Alors, c'est extra. Et bon, Écoute. là, on voit bien que c'est très friable et que bon... Oui. Mais c'est naturel. L'inspiration peut-être de cette partie troglodytite vient certainement du fait qu'enfant, j'ai quand même découvert les grottes de Pêche-Merle. Ah ben avec ton père, eh ben oui. On était particulièrement Sensibilisé. par, Oui, c'est vrai. par les voûtes, les salles immenses. Là.
Les voûtes et les salles immenses dont parle Patrick se trouvent ici à Pechmerle, non loin de Cabreret. Et c'est son directeur qui va nous les faire visiter. Et là, pour le coup, on va voir des peintures authentiques. Hein. C'est ça la particularité de Pechmerle. Une grotte dont les peintures rupestres sont réputées dans le monde entier. Alors là, c'est la Grande Frise Noire. Elle tient son nom tout simplement parce que c'est un ensemble de dessins au trait noir. 25 animaux la composent. Il y a ici ce petit mammouth, ici, là, qui est très joli comme tout parce qu'il est à part. Il n'a pas d'autres dessins qui viennent dessus. Et à l'instar des éléphants, oui. Eh bien, ça pourrait être un vieux mammouth qui est représenté ici. Ah, d'accord. Et Pechmerle réserve encore bien des surprises, toutes plus belles les unes que les autres. Ah, alors voilà l'empreinte de pas. Ça, je trouve que c'est assez émouvant, parce que cette empreinte de pied, on ne peut pas la dater précisément, mais elle a au moins 10 000 ans. 10 000 ans. Et le plus extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui encore, nous sommes toujours bouche bée devant ces magnifiques peintures rupestres. Alors ici, on est vraiment devant le chef-d'œuvre de Pechmerle, la figure la plus connue et la plus emblématique en fait de la grotte. Il s'agit de 2 chevaux qui sont tête bêche, l'un opposé à l'autre. Il y a le cheval de droite dont la tête s'inscrit vraiment dans le contour naturel d'un rocher qui a elle-même le profil d'une tête de cheval. Donc c'est une composition quand même assez extraordinaire. Et ce village de Cabreret dévoile tous les charmes de cette vallée du Célé. Et regardez, les élèves du collège Masbou de Figeac, la classe de 3e, est passionnée par ce sujet de Jean-Sébastien. Et l'ensemble de ces galeries, donc découvertes en 1922, présentent des peintures qui se déploient on l'a vu, dans un décor naturel absolument remarquable que les hommes préhistoriques ont utilisé à merveille. C'est très souvent le cas quand on découvre ces grottes et quand on découvre l'art qui a été appliqué. Moi, je trouve que c'est totalement moderniste, c'est un art contemporain incroyable qu'on les voit ici à Pechmerle ou dans la grotte Chauvet par exemple, qui a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Le point culminant, on l'a vu, c'est ces chevaux. Ces grottes, elles sont sous la houlette de Bertrand Defoy, le directeur de Pechmerle, mais également de Jean-Luc Zimmermann, qui est guide là-bas, qui fait découvrir à la fois les grottes, mais également le musée, qui est extrêmement pédagogique, qui permet à tout un chacun de découvrir ces objets de la préhistoire, mais qui permet également, à travers nombre d'activités, de découvrir comment il y a bien longtemps nos ancêtres faisaient pour peindre. Alors il y a cette technique. Voilà la technique de la main, du pochoir. Et bien tout ça, on le découvre, on peut le faire pour découvrir comment il y a longtemps on faisait de l'art. Et pour toutes ces raisons, pour cet accueil des enfants et de tout le monde, et aussi pour avoir la chance de pouvoir voir de l'art pariétal dans sa situation et non pas dans une restitution, eh bien je vous remets le Sourire de France à vous deux au nom de toute l'équipe pour ces grottes de Pechmerle. C'est ça, le patrimoine transmis, évidemment, le partage et avec les touristes, entre autres. C'est pour ça qu'on remet chaque jour ce Sourire de France. Bravo messieurs, largement mérité, sachez-le.